Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le DAF Fresh Morning. On est avec Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Bonjour, la fraîche. Comment tu vas ce matin? Ça va. Tu as la pêche? Bon, un peu fatigué, mais Quoi, ça tu as va. fait la fête? Oui, en partie. D'accord. Mais on Tu n'a as pas- voté à Oyem ou à Libreville? Non, ici à Libreville. Pourquoi tu votes pas à Oyem comme les autres? Parce que pour des raisons pratiques, mon épouse avait fait le voyage sur Franceville, donc moi je ne voyais pas l'intérêt de... Donc ton de bureau de laisser les vote c'est à enfants. Libreville. Est-ce que ce serait pas mieux qu'on vote dans l'environnement dans lequel on vit? Et puis c'est mieux, hein. C'est l'élection présidentielle. Donc pour moi, c'est un élu national, donc il y a une seule circonscription qui est le Gabon, donc pour moi, je ne vois pas l'intérêt de devoir me déplacer pour aller voter à OIM. Maintenant, bon, chacun... Mais dans les législatives, tu penses qu'il faudrait mieux voter dans l'environnement qu'on vit ou bien voter chez soi? Moi, de mon point de vue, on doit voter aussi dans son lieu de résidence parce que le député, c'est un député national. Il va débattre des lois qui auront un impact sur l'ensemble de la population. Donc, je ne vois pas aussi pourquoi on doit forcément aller dans son lieu d'origine pour aller voter. Je pense que en fait, il faut qu'on change de mentalité. De mon point de vue, il faut qu'on change de mentalité. Mais moi, j'aurais même aimé que lors du dialogue national, on impose que c'est le lieu de résidence qui est le lieu de vote. D'accord? Que l'on dise que si vous êtes affecté pour des raisons professionnelles, par exemple dans l'Angounier, vous êtes, je sais pas moi, à Ndende, eh bien, vous votez pour les locales à Ndende. Ça va au moins faire aussi que vous vous intéressiez Mais au par problème exemple, il y a la mobilité des fonctionnaires. Et là, ça va devenir quoi en fait? par rapport à la mobilité des fonctionnaires. Genre, Mais non. la mobilité des travailleurs. Oui, mais s'ils changent de lieu de résidence professionnelle, ils changent de lieu de vote. Ça c'est mon avis. Pourquoi? Parce que ça fait que si, par exemple, vous êtes originaire d'une province et que vous êtes affecté pour des raisons professionnelles à d'autres, donc vous devez aussi vous intéresser aux problèmes de l'endroit où vous résidez. Parce que vous vivez là. Donc, les décisions qui sont prises là ont un impact sur vous. D'accord? Et moi, je suis pour la décentralisation et je crois que il y aura j'espère qu'il y aura de grandes avancées là-dessus, c'est-à-dire que donner de plus en plus de pouvoir aux collectivités locales pour qu'elles offrent, elles sont en capacité d'offrir des services, ce qu'on appelle des services publics de proximité, donc des écoles, s'occuper des hôpitaux, s'occuper de tout ce qui est par exemple des crèches, s'occuper de l'éclairage public, s'occuper des voiries, etc., du traitement des ordures. Donc ces questions-là qui ont un impact direct sur la vie des gens. Donc ça va faire que si vous êtes résident là, même si c'est pour des raisons purement professionnelles, mais les décisions qui vont être prises par les élus locaux vont vous impacter, vous. Et donc, par conséquent, vous devez avoir votre mot à dire, plutôt que de traverser, aller dans votre lieu d'origine pour aller voter pour les locales là-bas, alors que l'on sait que les décisions qui vont être prises là-bas ne vont pas vous impacter, vous, directement. Donc, c'est ça. Moi, je pense que les gens devraient voter là où ils résident, parce que ça va faire qu'ils s'intéressent plus à ces questions-là. Or, on a tellement fait croire aux gens que quand on est un élu local, et c'est la raison pour laquelle on ne vote pas les programmes, on vote les individus, parce que c'est un ami, c'est mon parent, etc. Donc, on va le soutenir. Et donc, on va dans son lieu où il a décidé de se présenter. C'est là-bas où on va s'inscrire pour voter. Moi, je trouve ça totalement inopportun et inutile. Moi, je suis pour le fait qu'on puisse voter là où on réside. D'accord. Jean-Paul, l'actualité internationale est marquée par quoi? Est marquée par la reprise des négociations entre les États-Unis et l'Iran sur la question du programme nucléaire. Il faut savoir que samedi 12, pendant que nous votions ici, à Oman, à Mascate, la capitale d'Oman, il y avait une rencontre entre une délégation iranienne qui était conduite par le ministre des Affaires étrangères iranien Abbas Araghchi et évidemment un émissaire américain, Keith Kellogg. Et donc les deux délégations se sont rencontrées à Oman pour essayer, non pas d'avoir des discussions directes sur le programme en lui-même, mais déjà commencer à s'entendre sur ce qui ferait l'objet des négociations futures. Donc, c'était d'abord une première prise de contact. Et cette prise de contact, évidemment, elle était attendue, tant le dossier iranien est un dossier
qui crée de graves tensions, notamment des graves tensions géopolitiques, notamment entre les États-Unis et l'Iran. Il faut savoir que les États-Unis sont l'allié de l'ennemi, on va dire, l'ennemi héréditaire de l'Iran qu'est Israël. Et pour Israël, l'Iran est en train de développer un programme nucléaire et il est hors de question que ce pays-là puisse se doter de l'arme nucléaire parce que pour Tel Aviv, si Téhéran se dote de l'arme nucléaire, il y a de très fortes chances qu'il puisse l'utiliser un jour contre Israël. Et donc, il s'agit là de se prémunir contre une menace même existentielle, une menace qui touche même l'existence d'Israël. Il faut savoir que pour Téhéran, Téhéran cherche également à discuter sur cette question du nucléaire-là pour obtenir une levée des sanctions. Or, le contexte aussi dans lequel Téhéran négocie est particulier. Il faut savoir que depuis quasiment 1 an et demi, 2 ans, l'Iran est sorti très affaibli parce que ses alliés historiques dans la région, que ce soit le Hezbollah au sud du Liban ou bien le régime syrien de Bachar al-Assad, ces deux régimes-là ayant disparu, Téhéran se retrouve un peu seul. Et puis la Russie, qui est aussi son partenaire et son allié historique, la Russie est engluée dans la guerre en Ukraine et est aussi face à des sanctions, notamment des sanctions américaines et des sanctions européennes. Donc l'Iran se trouve un peu seul. Et donc, c'est dans cette position-là, particulièrement difficile, qu'elle a décidé d'accepter de renouer le contact avec les États-Unis. Il faut savoir que les États-Unis aussi les ont incités à la négociation pour 2 raisons. La première raison, c'est que les États-Unis ont menacé d'utiliser la force, donc d'user d'une option militaire en vue de la destruction du démantèlement du programme nucléaire iranien si les Iraniens ne se conforment pas, s'ils n'acceptent pas de négocier, de discuter d'un accord. Et puis, la deuxième chose, c'est que l'Iran aussi est à bout de souffle d'un point de vue économique. Il faut savoir que des sanctions qui pèsent depuis 1979 continuent de causer d'énormes difficultés au gouvernement iranien. Il faut savoir que ces sanctions-là font qu'aujourd'hui, l'Iran a du mal à exporter, notamment le pétrole, puisque c'est la première source d'exportation, la première ressource d'exportation du pays. Et puis, l'Iran aussi a du mal à importer des biens manufacturiers, des machines-outils, tout ce qui peut concourir à son développement et à l'évolution du bien-être de ces populations. Pourquoi ? Parce qu'il y a des sanctions américaines. Il faut savoir que les sanctions sur l'Iran sont les sanctions les plus lourdes imposées par les États-Unis après les sanctions imposées à la Russie. Donc c'est dans ce contexte-là, il faut savoir que l'Iran aussi est sorti d'une partie très compliquée parce qu'il faut se rappeler que l'année dernière, il y avait eu véritablement des soulèvements dans le pays et ces soulèvements avaient entraîné notamment la mort de 503 personnes et l'arrestation de milliers d'autres à la suite de la disparition de Mahsa Amini. Donc, c'est dans ce contexte-là où il y a des menaces internes qui pèsent sur le régime iranien et il y a aussi des menaces externes, notamment la menace de bombardement des États-Unis. Tout ça fait que le régime iranien est donc obligé de négocier. Et c'est la raison pour laquelle Steve Witkoff est arrivé à Oman à la tête d'une petite délégation et ils ont décidé d'échanger avec une délégation iranienne. Alors, la discussion ne s'est pas faite de manière directe, c'est-à-dire que les deux délégations n'étaient pas assises face à face dans une même pièce. C'est un émissaire omanien qui a fait le va-et-vient entre les deux délégations, les échanges se faisant par écrit. Et donc, ça a duré à peu près 2h30. Et au sortir de là, les deux parties ont convenu d'un certain nombre de points qui devraient faire l'objet de discussions dans un avenir, on espère très proche. Mais ça, évidemment, ça laisse augurer que évidemment, la reprise des négociations ne sera pas aussi facile pour la simple et bonne raison que les exigences américaines sont pour le moment, de mon point de vue, totalement inacceptables pour les Iraniens. Les Américains veulent le démantèlement total de l'ensemble du programme nucléaire iranien, y compris le programme civil, parce qu'il y a 2 programmes. Il y a un programme nucléaire militaire et un programme nucléaire civil. Pour le programme nucléaire militaire, les Iraniens disent qu'ils ne développent pas de programme nucléaire militaire, ce que contredit l'Agence internationale de l'énergie atomique, qui explique que les Iraniens sont déjà parvenus à enrichir de l'uranium à plus de 60%. Or, vous savez que
à moins de 20%, on reste encore dans le cadre de l'uranium civil. Or, lorsque l'on est déjà à 60%, c'est qu'on se rapproche du taux fatidique de 90% qui permet d'obtenir ce qu'on appelle du plutonium, c'est-à-dire de l'uranium enrichi à plus de 90%. Et c'est ce plutonium-là qui sert à fabriquer la bombe atomique. Donc, pour les Américains, il faut démanteler la totalité du système de l'arsenal nucléaire iranien parce qu'évidemment, les Américains estiment qu'ils n'ont pas confiance. Et donc, la seule confiance pour eux, c'est de s'assurer que les Iraniens n'aient plus de programme nucléaire. Or, pour les Iraniens, c'est totalement inacceptable parce qu'ils ont déjà 2 centrales nucléaires civiles qui fonctionnent et dans ces centrales nucléaires civiles, le fait qu'en 2018, les Américains se soient retirés de l'accord, parce qu'il faut bien comprendre que dans l'accord qui avait été signé en 2016 par l'administration Obama et le régime de Téhéran, il y avait d'abord le fait que ce n'était pas entre les États-Unis et l'Iran uniquement, il y avait un quartet, à savoir les États-Unis, l'Iran, la Russie et l'Union européenne. La Russie et l'Union européenne étant les garants de l'application de cet accord-là. Téhéran abandonnait le programme d'enrichissement d'uranium et le confiait à la Russie. Donc la Russie avait pour mission de veiller à l'enrichissement de l'uranium qui devait fournir justement les centrales nucléaires iraniennes pour permettre à l'Iran de disposer d'énergie nucléaire et pouvoir répondre à ses besoins en la matière. Et l'Union européenne était là évidemment pour s'assurer tout simplement avec les États-Unis que les règles édictées dans cet accord-là soient respectées par les 2 parties. Or, en 2018, en décidant de manière unilatérale de sortir du programme nucléaire, Donald Trump, lorsqu'il est arrivé au pouvoir, il avait estimé que l'accord qui avait été signé par Barack Obama était un mauvais accord, et donc il avait décidé de revenir là-dessus et de se retirer. Et bien ça permis à l'Iran de se justifier en disant qu'étant donné que, et sans oublier que non seulement les Américains avaient allégé une partie des sanctions sous Barack Obama, mais Donald Trump, il est arrivé, il a non seulement remis des sanctions existantes, mais il en a encore rajouté une couche. Donc c'est ce qui a fait dire aux Iraniens qu'il y avait une perte totale de confiance de la part des Américains parce qu'ils estimaient qu'il n'y avait pas de raison qu'une signature faite par une administration américaine, en l'occurrence celle de Barack Obama, soit remise en cause par une autre administration américaine, en l'occurrence celle de Donald Trump. Et donc cette perte de confiance sur la parole américaine a fait que les Iraniens ont donc décidé, eux aussi, de ne plus respecter leur part de l'accord iranien, alors que les Européens et les Russes avaient estimé qu'ils avaient affiché la bonne volonté de vouloir poursuivre la mise en œuvre de ces accords-là. Mais avec le retrait des Américains, il était difficile de le mettre en application, puisque l'essentiel des sanctions qui pèsent encore sur l'économie iranienne sont des sanctions américaines. Donc, de ce point de vue-là, l'Iran a donc estimé qu'il n'y avait plus de raison de continuer à respecter cet accord et donc l'Iran a donc décidé de reprendre son programme d'enrichissement d'uranium et de sortir en quelque sorte aussi de l'accord sur le nucléaire qu'ils avaient signé en 2016. Et donc, c'est dans ce contexte-là, et bien entendu, les choses ont évolué. On est dans un autre contexte, comme je l'ai dit, le fait que les alliés iraniens soient affaiblis, que ce soit le Hezbollah au sud-Liban et que Bachar al-Assad, son régime a été balayé par une rébellion, et puis le fait que l'allié russe également est empêtré dans la guerre en Ukraine, et que l'allié russe aussi fait face à de graves sanctions américaines. Donc, on est dans un contexte où l'Iran est obligé de se retrouver, et se retrouve encore en quelque sorte tout seul et donc doit décider de son destin avec, bien entendu, les armes dont elle dispose. Pour le moment, évidemment, ce qui est bien, c'est que les 2 parties ont mis en avant la volonté affichée d'un dialogue constructif et donc ça laisse augurer qu'il y aura des rencontres prochaines, même si une date n'a pas encore été fixée. Mais ce qui est clair, c'est que Donald Trump, de ce point de vue-là, on peut dire qu'il a déjà obtenu un premier mini-succès, c'est-à-dire parvenir à une table de discussion, de négociation avec l'Iran. Mais bien entendu, le plus important sera le contenu de cet accord-là. Parce qu'il faut savoir que derrière les États-Unis, il y a Israël. Et Israël n'a absolument pas confiance à l'Iran. Il faut savoir que Benjamin Netanyahu était même contre le fait qu'on puisse discuter avec l'Iran parce qu'il estime que la parole iranienne ne vaut rien. Lui, il est pour l'option militaire, mais il sait qu'il ne peut pas employer l'option militaire sans l'aval des États-Unis. Et donc, Benjamin Netanyahu essaie de mettre la pression
pour obtenir, au moins de la part des Américains, soit un durcissement encore des sanctions, soit évidemment la mise en œuvre d'une option militaire, c'est-à-dire le bombardement de ce qu'ils considèrent comme étant des sites qui abritent justement l'infrastructure militaire, ou enfin l'infrastructure nucléaire iranienne. Mais on en est encore loin parce que Donald Trump, on peut dire ce qu'il veut, ce qu'on veut, mais c'est quelqu'un qui a quand même une vision géostratégique globale et qui connaît et qui est conscient des dangers que pouvait représenter l'option militaire, surtout dans un pays comme l'Iran. L'Iran, ce n'est pas la bande de Gaza, ce n'est pas la Syrie. Et donc, Donald Trump veut à la fois mettre de la pression diplomatique, pression militaire, mais il est aussi conscient que l'option militaire n'est absolument pas la bonne option parce que s'il attaque l'Iran, cela pourrait embraser la région un peu comme ce qu'avait fait son prédécesseur George W. Bush lorsqu'il avait décidé d'attaquer l'Irak en 2004. Et donc Donald Trump ne veut absolument pas embraser la région qui est suffisamment déjà sous tension comme ça, mais il veut quand même obtenir des résultats parce que c'est quelque chose qu'il a promis à son électorat conservateur et à son allié israélien. Merci Jean-Paul avec nous ce matin pour l'actualité internationale ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans l'UDA Fresh Morning 065 05 10 45. Si vous voulez envoyer des big up à toutes les personnes que vous aimez et qui sont bien connectées dans notre émission, on repart en musique. Le DA Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.